Alors, le marché obligataire est très souvent mis de côté par les traders FX. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que vu qu'ils sont spécialisés sur le marché Forex, ils doivent étudier le marché Forex, mais seulement ça. De la même manière, quelqu'un qui va être spécialisé sur le marché crypto va avoir tendance à penser qu'il a seulement à étudier le marché crypto dans sa globalité pour pouvoir réellement le trader. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une interconnexion des marchés. Et les marchés financiers marchent un petit peu par forme d'engrenage et l'argent se déplace d'un asset class à un autre et il circule. L'argent qu'on voit dans le marché FX ou dans le marché crypto ou dans les commodités ou dans les obligations ou dans les actions, peu importe, ne reste pas dans cet asset class. Il bouge entre différents assets class. Donc il est bien plus intelligent d'avoir une vision d'ensemble pour avoir une compréhension globale d'où va les flux et pouvoir trouver des opportunités plutôt que juste être concentré sur le marché Forex parce qu'on est spécialisé sur le marché Forex. Donc aujourd'hui, on va parler du marché obligataire qui, comme je te dis, est souvent mis de côté, alors que c'est un marché qui, aux États-Unis seulement, représente 25 trillions de dollars. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement te faire un guide complet, un genre de mini masterclass sur les obligations et les rendements qu'on appelle aussi les yields. Alors, les obligations, que tu vas aussi voir appelées sur beaucoup d'articles en anglais bonds, c'est des instruments de dette émis par un gouvernement ou une société. Là, dans l'occurrence, pour le marché FX, on va parler de gouvernement, afin de lever des fonds. Donc, par exemple, les États-Unis veulent lever des fonds, ils ont besoin d'argent. Ils vont donc émettre des obligations, donc émettre des instruments de dette pour emprunter de l'argent aux investisseurs. Maintenant, tu peux imaginer, personne ne va prêter de l'argent bêtement s'il n'y a pas quelque chose à y gagner. C'est là que le rendement rentre en jeu. Le rendement, que tu vas aussi voir appelé en anglais sur tous les articles, parce que le monde financier est malheureusement un monde anglais, que tu vas voir appelé yields. Et donc, l'émetteur de ces obligations, dans ce cas les États-Unis, repaye l'investisseur sous forme d'intérêt. Intérêt qui, dans les obligations, on appelle ça un coupon. Et donc, ce que tu vois juste ici, c'est tout simplement le rendement de différentes obligations à différents termes. Parce que la question, c'est ça. Je te demande que tu me prêtes de l'argent parce que j'en ai besoin. Donc, je t'émets une obligation. Je te promets un rendement, un coupon derrière. Mais est-ce que tu me prêtes de l'argent pour 1 an, pour 3 ans, pour 5 ans, pour 7 ans, pour 10 ans, pour 30 ans? Telle est la question. Et donc, juste ici, tu vois tout simplement le yield des obligations à 1 an qui, aux États-Unis actuellement, est à, comme tu peux voir, 4,02%. Donc, le coupon, l'intérêt que les États-Unis vont te repayer est l'équivalent de 4,02% par an. Et cette obligation a une maturité de 1 an, donc tu récupères ton argent dans 1 an. On peut voir que les obligations à 10 ans sont à 3,64, à 2 ans à 3,60, à 7 ans à 3,53. Et donc là, tu comprends. Donc à l'heure où je fais cette vidéo en septembre 2024, tu peux voir que les intérêts les plus intéressants sont sur les obligations à 1 an. Ce qui n'est pas réellement logique et c'est dû à la situation macroéconomique dans laquelle on se trouve actuellement. Et donc si on va voir un scénario qui est bien plus normal, disons, très juste ici par exemple, là on prend 2013, 2014, tout allait bien. Et là tu peux voir que, alors pas juste ici, mais là ce que je regarde c'est les obligations à 10 ans, c'est celles qui payent le plus. Donc en 2014 on était à 2,4, ensuite c'est celles à 7 ans qui sont à 2,02, à 5 ans, 1,5, 3 ans, 0,7, 2 ans, 0,37 et 1 an, 0,07. Parce que normalement, plus la durée du prêt est longue, plus il y a de risques, donc plus ils sont obligés de te donner un intérêt plus important pour que tu leur prêtes de l'argent pour aussi longtemps. Et c'est justement ces ratios qui nous permettent d'avoir ce qu'on appelle le yield curve et qui peut prédire les récessions. Je t'invite à aller checker cette vidéo où je te parle en profondeur des yield curves, comment le comprendre et comment potentiellement prédire les récessions grâce à cet outil. Bref, là n'est pas le sujet, restons sur la base de comment fonctionnent les obligations. Une des choses à comprendre sur les obligations, c'est qu'il y a deux marchés, le marché primaire, le marché secondaire. Le marché primaire, c'est celui sur lequel l'émetteur, donc le gouvernement ou la société, va émettre pour la première fois cette obligation avec une valeur nominale, généralement à 1000 $. Et c'est donc là qu'il lève ses fonds pour la première fois. Et c'est donc là que les investisseurs vont pouvoir acheter ces obligations sur le marché primaire directement à la source. Une fois que les investisseurs ont ces obligations, donc ont un titre de dette, c'est-à-dire que l'État, là on prend encore une fois l'exemple du gouvernement américain, le gouvernement américain leur doit de l'argent. Et donc eux en échange, ils ont un titre, cette obligation de dette. Au passage, tout l'argent qu'on utilise, tout est backé plus ou moins finalement par de la dette. Donc l'argent aujourd'hui, c'est de la dette. Et moi, à titre personnel, j'ai plus de titres de dette, donc je suis plus propriétaire d'obligations d'État que de cash littéralement en banque. Parce que tout simplement sur des gros montants, il n'y a pas grand sens de juste garder du cash qui ne sert à rien. Bref, ça c'est le marché primaire. Maintenant, une fois qu'on est propriétaire ou qu'un investisseur a ce titre de dette et propriétaire de cette obligation, il y a maintenant le marché secondaire sur lequel cet investisseur peut aller revendre cette obligation. Parce que comme je t'ai
t'ai montré juste avant, on a différentes maturités. Il se peut qu'on choisisse une maturité sur 5 ans. Donc on nous rembourse notre prêt, ce qu'on a prêté dans 5 ans, avec tous les intérêts qui étaient donc les coupons. Cependant, si après 1 an, on veut récupérer notre argent, on a la possibilité de revendre cet actif, cet instrument de dette, sur le marché secondaire, sur lequel un autre investisseur va pouvoir nous racheter notre titre de dette. Évidemment, le prix auquel on va pouvoir le revendre va fluctuer en fonction des cycles économiques, en fonction de la situation économique du pays, des taux d'intérêt, et ça, on va y venir. Donc jusque-là, tu as compris qu'est-ce qu'une obligation, tu as compris qu'il pouvait s'acheter sur le marché primaire, mais aussi être tradé sur le marché secondaire. Maintenant, comment fonctionne le coupon de cette obligation? Donc le coupon d'une obligation, c'est tout simplement l'intérêt que l'émetteur va te payer par an pour avoir prêté ton argent. Donc une obligation avec une valeur nominale de 1000 $ qui a un coupon de 40 $, tout simplement, tu vas être payé 40 $ tous les ans pour avoir prêté ces 1000 $. Maintenant, si on fait le calcul, évidemment, on fait 40 divisé par 1000, ce qui nous donne 4%. Maintenant que tu comprends le concept de l'intérêt d'une obligation et donc du coupon d'une obligation, il faut comprendre la relation qu'il y a entre le prix de vente sur le marché secondaire d'une obligation par rapport à son rendement. Comme je t'ai dit, on a le marché primaire et le marché secondaire. Donc, marché primaire, les États-Unis émettent une nouvelle obligation qui a un yield, qui a un rendement de 4%. Très bien, valeur nominale 1000 $, l'intérêt que tu vas recevoir tous les ans, 40 $. Jusque-là, très simple. Maintenant, marché secondaire, il faut comprendre qu'il y a une relation inverse entre le prix de l'obligation et le rendement. C'est-à-dire que ton obligation qui était dans valeur nominale de 1000 $, si elle a pris de la valeur et qu'aujourd'hui le prix de revente c'est 1100 $, l'intérêt, lui, est corrélé à l'inverse parce que ce nouvel investisseur va donc acheter ton obligation pour 1100 $, mais le coupon, lui, qui était de 40 $ par an, il reste 40 $ par an. Donc maintenant, pour calculer ce rendement, calculer ce yield, c'est plus 40 divisé par 1000 qui nous donne 4%, mais cette fois-ci, c'est 40 divisé par 1100, ce qui nous donne donc un rendement de 3,6%. Inversement, si le prix de ton obligation, elle, a baissé, potentiellement tu revends ton obligation à perte sur la valeur nominale et que quelqu'un te l'achète pour 900, le rendement qu'il va faire, sachant qu'il dépense seulement 900 en valeur nominale pour recevoir 40 par an, le rendement, le yield, lui, a augmenté. Donc là, tu comprends cette relation inverse qu'il y a entre le prix d'une obligation d'achat, de revente et le rendement, le yield qu'il y a derrière. Alors maintenant que tu as une bonne compréhension des obligations et du pricing de ces obligations, il faut se demander quels sont les facteurs qui affectent la valorisation de ces obligations. Donc le premier facteur, c'est la qualité de cette obligation. Quand on dit la qualité de cette obligation, c'est le risque qui est lié à cette obligation. Donc si on parle par exemple des États-Unis qui émettent des obligations, donc les États-Unis qui sont en train de lever des fonds, eux ont une notation sur leurs obligations de AAA. C'est-à-dire que les chances qu'ils te remboursent sont extrêmement hautes. Parce que je te rappelle quand même que tu prêtes de l'argent à quelqu'un. Donc ce quelqu'un, potentiellement, pourrait ne pas te rembourser. Donc plus c'est risqué de lui prêter de l'argent, plus il a intérêt à donner un intérêt qui est haut, sinon personne ne va lui prêter. Donc de la même manière, si tu achètes des obligations des États-Unis, ça va être extrêmement sûr. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un cash equivalent, c'est-à-dire quasiment un équivalent en cash, mais sur lequel tu vas avoir plus d'intérêt. Mais si maintenant tu achètes des obligations du Venezuela, exemple, chose que je ne fais absolument pas parce que premièrement, je ne traite pas les paires exotiques, je ne traite pas les monnaies qui sont hors, on va dire, majeures et mineures, premièrement. Et deuxièmement, je ne veux pas m'exposer à ce genre de risque. Mais évidemment, si on va acheter des obligations au Venezuela, les taux d'intérêt vont être beaucoup plus hauts qu'aux États-Unis. Donc on a cette relation au risque et justement grâce à ça, on peut même voir si un investissement dans une obligation est potentiellement intéressant ou pas. Si on va voir maintenant par exemple juste ici, tu peux voir un petit peu les obligations, enfin le rendement des obligations à 10 ans dans différentes économies, donc US, Allemagne, Canada, Nouvelle-Zélande, etc. On voit qu'aux US sur 10 ans, on est à 3,64%, alors qu'en Allemagne, on est à 2,14%. Donc ce qui veut tout simplement dire qu'on a moins d'intérêt à prêter notre argent en Allemagne que prêter notre argent aux États-Unis. Ce qui voudrait donc dire, avec une relation de risque, que prêter notre argent aux États-Unis est plus risqué, vu que le rendement est plus élevé, que prêter notre argent en Allemagne. Et c'est là qu'en regardant tous les autres indicateurs économiques de ces deux économies, on peut réellement se poser la question, est-ce que c'est un bon deal ou est-ce que c'est pas un bon deal? Est-ce que les taux qui sont affichés valent réellement le risque qu'on prend derrière? Et c'est là que toute l'analyse macro globale rentre en jeu. Et donc, en plus de ça, qu'est-ce qui drive ces yields, autre que la qualité, on va dire, l'association du risque à cette obligation? Ce sont les cycles économiques et les taux d'intérêt de cette économie précise. Donc ce qu'on a tendance à voir, c'est un effet qui est totalement normal, c'est-à-dire que quand l'économie ralentit, les personnes ont tendance à acheter des obligations, parce que c'est un petit peu une valeur refuge, donc ils vont acheter des obligations, ce qui va faire augmenter le prix de ces obligations, et comme tu sais, il y a une relation qui est inverse avec les yields, qui va faire baisser les yields. Et quand une économie ralentit, les banques centrales, elles, vont vouloir stimuler cette économie, et comment vont-ils faire ça? En réduisant les taux d'intérêt. Donc c'est pour ça que les yields qu'on voit des obligations suivent de manière très proche et ont une corrélation au taux d'intérêt réel
qui est set par la banque centrale de cette économie. Maintenant, si je t'illustre ça justement, on va pouvoir tout simplement aller regarder les US 10-year yields, aller comparer ça au Fed Fund Rate, donc au taux d'intérêt US. On va voir que tout simplement, dans les cycles où les taux d'intérêt augmentent, on voit aussi les yields américains sur 10 ans dans cet exemple, aussi augmenter. À l'inverse, quand la Fed est en train de cut leur taux d'intérêt, on voit aussi les yields perdre de la valeur, donc les rendements, eux, baisser. On a même tendance à dire que les yields des obligations, un petit peu comme tout marché, sont des forward-looking indicators. Donc, c'est-à-dire que les gens réagissent par rapport à ce qui va se passer dans un futur. Donc, tu peux voir que par exemple, ici, les taux d'intérêt US ont augmenté, étaient jusqu'ici, tu peux voir, vers les 2,4% et ont commencé à baisser. Sauf que les yields, eux, les rendements, ont commencé à baisser avant que la Fed elle-même commence à cut ses taux d'intérêt. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que, comme tu sais, la Fed a rehaussé ses taux d'intérêt plus ou moins de 0 jusqu'à 5,5% parce qu'on avait un problème d'inflation. Donc, naturellement, le rendement des obligations à 10 ans, lui aussi, a suivi ce cycle économique et cette augmentation des taux d'intérêt. Jusque-là, on est d'accord. Sauf que tu peux voir qu'on a eu le pic en octobre 2023. Et depuis, le rendement des obligations à 10 ans est en baisse parce qu'on s'attend à ce que la Fed cut ses taux d'intérêt. D'ailleurs, fun fact, la décision des taux d'intérêt de la Fed, pour moi, est demain et on ne sait pas encore si la Fed va cut de 25 points ou de 50 points. Ça fait des années que les investisseurs n'ont pas été aussi incertains sur la décision politique monétaire de la Fed. Mais bref, tout ça pour dire qu'on sait qu'elle va cut soit de 25, soit de 50, enfin qu'elle va commencer son cycle de cut des taux d'intérêt. Donc la ligne violette ici va commencer à baisser. Et en effet, juste ici, tu peux voir que le yield, les rendements, est forward-looking, c'est-à-dire qu'il regarde déjà ce qui va se passer dans le futur. Et dans le futur, les taux vont commencer à baisser. Et d'ailleurs, entre nous, un des petits regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir capitalisé sur US 10-year yields, donc les obligations américaines à 10 ans, qui avaient un rendement en octobre à 5%. Donc c'est-à-dire que tu peux te garantir un rendement à 5% par an pendant les 10 prochaines années. Et même si tu as besoin de l'argent avant, comme tu peux voir ici, les rendements ont baissé depuis. Donc si les rendements baissent, qu'est-ce que fait le prix? Inversement, il augmente. Donc même si j'avais acheté ça pour pouvoir bénéficier de 5% de rendement tous les ans pour les 10 prochaines années qui arrivent et qu'au final, dans 2 ans, j'ai besoin de l'argent. Si les taux sont plus bas, pourquoi? Parce que la Fed a décidé de cut ses taux, le cycle économique, etc., ce que je viens de t'expliquer. Les rendements sont plus bas, le prix de l'obligation est plus haut. Donc, je pourrais même me débarrasser de cette obligation que j'ai achetée à un prix nominal de 1000 $ à potentiellement 1200, 1300 et me faire un profit cash out avant même la maturité de cette obligation. J'espère que tu comprends. Et bref, c'est quelque chose que je n'ai pas fait malheureusement parce que je m'attendais à cette baisse des yields à court terme, mais à long terme, je voyais l'inflation comme potentiellement plus persistante que les banques centrales ne le pensent, ce qui forcerait à nouveau les banques centrales à rehausser leurs taux. Et donc à l'inverse, si tu achètes des obligations qui sont à un intérêt de 5% en octobre 2023 et au final la Fed décide de continuer à hausser ses taux parce qu'on a toujours des soucis au niveau de l'inflation et l'économie se porte toujours plutôt bien, qui donc leur permettrait de rehausser les taux d'intérêt plus haut, c'est sûr que si tu gardes cette obligation pendant 10 ans, oui, tu vas recevoir ton coupon de 5% par an, c'est très bien. Mais si jamais tu as besoin de l'argent avant et tu veux le revendre sur le marché secondaire, comme on dit, les rendements augmentent, le prix nominal lui baisse, donc tu seras en perte latente. Parce que l'obligation que tu as achetée qui donne un coupon de 5% est moins intéressante que aujourd'hui, alors que les taux actuels sont à 7%. Théoriquement, parce que comme je dis, à l'heure actuelle, les taux n'ont pas continué d'augmenter. Et maintenant, la dernière chose qui va réellement impacter la valorisation d'une obligation et donc de son rendement, c'est, si on parle des taux d'intérêt et des cycles économiques, c'est indéniablement l'inflation. Alors, pourquoi l'inflation? Tout simplement parce que si l'inflation augmente, la valeur nominale que tu as prêtée, donc imaginons le 1000 $, dans un futur, imaginons à 10 ans, avec une inflation qui est forte, qui augmente, pendant 10 ans, les 1000 $ que tu as prêtés il y a 10 ans, aujourd'hui, les 1000 $, ça vaut plus la même chose. Certes, tu as eu des coupons, mais tes coupons, ils couvrent à peine l'inflation. Donc, quand on a une inflation qui augmente drastiquement, qu'est-ce qu'on a tendance à voir? On a tendance à voir les personnes sortir du marché obligataire parce que ça devient moins intéressant. Si tout le monde sort du marché obligataire, qu'est-ce qui va se passer? Le prix des obligations, elle, va chuter. Si le prix des obligations chute, rappelle-toi, corrélation inverse, qu'est-ce qui va se passer avec les rendements? Les rendements, eux, vont augmenter. Et encore une fois, c'est exactement la même chose. Donc, si on va aller comparer ça et qu'on rajoute le taux d'inflation US, on voit juste ici qu'en effet, quand l'inflation, donc que tu vois ici qui est en vert, à partir de 2020, l'inflation aux États-Unis a explosé. Donc, on a une inflation qui explose. Tout de suite, on voit les US 10-year yields qui suit et explose aussi
Pourquoi? Parce que la valeur des obligations, elle, est en chute libre. Les gens sortent des obligations parce que ça devient moins intéressant parce qu'on est en train d'avoir une inflation qui est montée à 6,6% ici sur les États-Unis. Et c'est donc aussi ce qui a causé le fait que la Fed a augmenté ses taux d'intérêt pour pouvoir contrôler cette inflation. Et tu vois que cette inflation, depuis septembre 2022, est en train de retomber. Et maintenant, la grande question, c'est jusqu'où cette inflation va tomber. Tu vois qu'actuellement, on est à 3,2%. Est-ce qu'elle va retourner vers le target de la Fed qui est à 2%? Oui ou non? Mais maintenant, tu comprends l'impact et la relation avec les obligations, les cycles économiques, les taux d'intérêt et l'inflation et tout se mélange. Et donc, avec cette vidéo, je pense que tu comprends bien que donc les yields qu'on va avoir sur une économie va être très grandement corrélé à la monnaie émise par cette économie. Et si on va d'ailleurs comparer la valeur du dollar par rapport aux US 10 yields, qu'est-ce qu'on va voir? Tu peux voir juste ici, on a les US 10 yields ici en orange et ici en blanc, on a la valeur du dollar. Tu vois que la valeur du dollar est extrêmement corrélée aux US 10 yields et c'est tout à fait normal. Mais d'où l'importance de comprendre le marché global, donc le marché obligataire ainsi que le marché des commodités, ainsi que le marché des actions, ainsi que le marché… En fait, avoir une compréhension globale du marché pour trader ne serait-ce qu'un asset class qui serait le marché FX. Donc sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, t'a un petit peu ouvert les yeux sur le marché obligataire et je t'invite à aller fouiller dans ma chaîne YouTube parce qu'il y a quelques vidéos vraiment pépites, notamment sur le yield spread, notamment sur le yield curve, donc je t'ai montré avant sur comment vraiment appliquer ces connaissances des obligations et des rendements dans ton trading actif sur le marché FX, marché sur lequel je me suis spécialisé. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Elliot, ciao.